Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire, tout un programme intitulé RH en mode survie, recrutement agile, formation, spécialisation, les nouvelles armes anti-pénurie. Un sujet qui vient à point au moment où notre Premier ministre vient de donner sa démission. Donc je pense que les RH pourraient être en mode survie d'ici quelques mois si le budget n'est pas acté. Donc ce webinaire ce matin, on vous le propose avec Manpower. On va aborder plusieurs sujets. C'est un peu la continuité du webinaire qu'on avait fait le mois dernier où on avait évoqué, euh, on avait parlé de la génération Z, de l'IA, des seniors, de l'équilibre des temps de vie. Aujourd'hui, pour faire face à la pénurie de talents, on va aborder trois axes qui sont le recrutement agile, la formation et la spécialisation. Et pour en parler, j'accueille à nouveau Céline Nortier et Reynald Signolet. Je vous laisse vous présenter. Merci d'être là. Merci, bonjour Christophe, bonjour Rénal, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme l'a dit Christophe, je suis Céline Nortier, je suis la responsable nationale de l'activité recrutement chez Manpower. Donc, certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu lors de notre webinaire de mi-septembre. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, quelques mots sur mon rôle. J'accompagne nos 100 cabinets de recrutement qui sont répartis sur tout le territoire et je pilote notre stratégie de recrutement en lien, bien sûr, avec les réalités du terrain, les évolutions du marché de l'emploi et bien sûr les besoins spécifiques de nos clients. Merci Céline, bonjour Reynald. Bonjour Christophe, bonjour Céline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, ravi de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà avec nous, je crois que c'était le 16 septembre. Très heureux de vous retrouver. Et puis, enchanté pour les nouveaux. Moi, je suis Reynald Signolet, je suis responsable de l'intelligence économique pour le groupe Manpower. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pilote toute la connaissance marché, la conjoncture économique et emploi, les tendances RH, tout ce qui permet en fait de comprendre notre environnement, celui de Manpower, et par extension, en fait, tout le marché de l'emploi dans son ensemble. Top. Alors, comme je l'ai dit, on a évoqué plusieurs sujets dans le webinaire précédent, qui était presque une introduction au webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire, vous pouvez d'ailleurs toujours le voir en replay sur MyRHline. Euh, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des difficultés à recruter. Tu peux peut-être nous refaire un état des lieux du marché, Ranald? Ouais, Christophe, effectivement, tu as raison. En France, le marché du travail, il est assez tendu. On a une proportion élevée d'entreprises qui ont du mal à recruter. On a une proportion importante de métiers en tension. Les pénuries de compétences s'intensifient. Les attentes des talents, on va en parler, explosent. Les transformations technologiques qui s'accélèrent. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Déjà, si on regarde le marché de l'emploi, si on prend le taux de chômage actuel, aujourd'hui, il est 7,5%. Il est remonté un petit peu depuis quelques trimestres, ce qui est assez cohérent, vu l'environnement et puis le contexte économique actuel. Il faut savoir qu'au premier trimestre 2023, donc il y a tout juste 2 ans, on avait atteint un point bas historique. On avait un taux de chômage à 7,1%. C'était le plus bas taux de chômage depuis 40 ans. Ça fait depuis quand même 1982-83 qu'on n'avait pas eu un taux de chômage aussi faible. Donc, ça veut dire des fortes tensions sur le marché de l'emploi. Et puis, depuis, on a pris 0,4 points, encore une fois, dans ce contexte d'incertitude politique, tu en as parlé, économique, fiscale, etc. Le ralentissement global. Donc, c'est assez logique, mais finalement, c'est pas énorme, donc ça reste assez tendu. Il y a quelques mois encore, on avait de la presse qui nous annonçait plus de 8%, que ça allait remonter, etc. Finalement, ce n'est pas le cas. Une autre manifestation de cette pénurie qui est intéressante, c'est quand on regarde les données de l'ACOS, qui suit un peu le poids des embauches par type de contrat. Le poids des embauches en CDI en France a augmenté de 5 points en 10 ans. Ça, c'est très, très révélateur aussi d'une pénurie de compétences, la difficulté de trouver effectivement des talents. C'est-à-dire concrètement que quand je trouve une compétence intéressante, qui fonctionne bien, etc., je l'embauche en CDI au lieu d'avoir recours à des contrats courts. Donc, c'est des enjeux d'attractivité, de fidélisation. Donc, voilà, on n'est pas en plein emploi. On a un taux de chômage qui est supérieur effectivement à plusieurs pays équivalents. Je compare souvent à l'Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Mais on a des très fortes pénuries quand même dans de plus en plus de métiers. J'ajouterais également quand on regarde localement, on fait aussi beaucoup d'interventions dans le réseau, en France, un peu partout, etc. On a quand même des grandes disparités structurelles en France. Donc, il y a des endroits où c'est quand même beaucoup plus tendu. Quand on regarde aussi, un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on produit tous les ans une grande étude qui s'appelle le baromètre des talents. C'est un grand baromètre annuel, etc. Et on voit deux choses intéressantes. La première, c'est qu'un salarié sur 3 nous dit qu'il ne voit pas comment atteindre ses objectifs professionnels dans son entreprise. Donc, on voit qu'il y a quand même à la fois une injonction à la productivité et puis un sentiment quand même difficile aussi de se retrouver par rapport aux objectifs qu'on peut se donner. Et puis, la deuxième chose qu'on voit dans ce baromètre, c'est que les talents demandent aussi plus de développement, de flexibilité, plus de sens. Donc, on voit que toutes ces attentes-là, effectivement, elles évoluent. Et tu as raison, on en a parlé dans le dernier webinaire
tu disais effectivement le replay est disponible. Les attentes, c'est évidemment le salaire, mais c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup la reconnaissance, l'intérêt du poste, les conditions de travail, ce fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et encore plus, je crois, depuis le Covid. Ça a changé le rapport au travail. On a des études qui nous le montrent effectivement, encore plus avec l'arrivée de la génération Z qui arrive avec certaines exigences. Donc voilà, on a un contexte effectivement qui est complexe, qui fait que c'est d'où effectivement la pertinence de parler de ça. Les RH doivent passer en mode agile pour pouvoir survivre et surtout pour pouvoir se transformer et répondre à ces enjeux. Alors, passer en mode agile, hein, on va étudier cet axe à travers le recrutement, la formation, la spécialisation. On va passer donc au premier focus, le recrutement agile, un petit sondage pour démarrer, que je vais vous proposer tout de suite. Quelle est votre plus grande difficulté actuelle en matière de recrutement? Est-ce que c'est le manque de candidats disponibles? Est-ce que c'est lié à des processus trop longs? Un manque d'adéquation entre les profils et les postes, hein, les profils marchés? Ou tout simplement une difficulté à fidéliser après l'embauche? Alors le choix est pas évident, mais je vous demande un choix. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas, hein, à commenter, à poser vos questions, comme d'habitude dans le chat. Pour l'instant, c'est manque d'adéquation entre les profils et les postes qui a l'air de se démarquer. Ce qu'on trouve souvent dans les études. Véronique nous dit en commentaire, difficulté à trouver les talents. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est ça, c'est en premier, manque d'adéquation, profil et poste, puis ensuite, manque de candidats disponibles. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire, Reynald? C'est très révélateur, effectivement, cette pénurie. Les deux sont très proches. Hein. Tu en as effectivement qui nous dit qu'on n'a pas les compétences et d'autres qui dit que la compétence n'est pas forcément en phase avec ce qu'on recherche. Donc, on est quand même assez proche sur le besoin et sur le décalage, en tout cas, par rapport à ça. C'est intéressant parce que quand on parle de recrutement, déjà, il faut prendre conscience de l'environnement dans lequel on est. Il faut prendre conscience de la pression démographique, entre guillemets. La pression démographique, c'est quoi? C'est le vieillissement de la population active, de fait. L'espérance de vie augmente en France, c'est une très bonne nouvelle, hein, évidemment. Et on n'a par contre jamais fait aussi peu de bébés en France. Il faut savoir qu'en 2025, on devrait avoir un solde démographique négatif. C'est la première fois depuis 1945 où on devrait avoir moins de naissances que de décès en France. C'est quand même un événement important. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour comprendre qu'il y a des enjeux importants en termes d'économie, de fiscalité, de modèle social, etc. Donc, le vieillissement de la population, donc des effectifs dans certains métiers, des départs à retraite qui ne sont pas compensés. Tu rajoutes à ça, effectivement, le sondage est très révélateur, la difficulté à trouver des compétences, à attirer des jeunes aussi sur des métiers moins valorisés ou perçus comme difficiles. Donc, c'est assez complexe. On a une étude de France Travail en 2025 qui nous dit que la moitié des recrutements qui sont prévus par les employeurs sont jugés difficiles, pour cause justement de nombre insuffisant de candidatures ou de profils inadaptés. Ça montre effectivement, c'est exactement le révélateur du sondage, hein, c'est effectivement ce décalage-là. C'est l'étude BMO, donc c'est les besoins en main-d'œuvre, c'est une étude annuelle que fait France Travail qui est super intéressante, parce que ça donne des visions par métier, par bassin d'emploi, par secteur d'activité, donc c'est énorme, plus de la moitié des emplois qui sont difficiles à retrouver. On voit déjà le marché se transformer. Ouais. Hein. Je voyais encore un reportage hier qui évoquait les seniors, mais qui allait plus loin en évoquant un vivier qui commence à être de plus en plus utilisé, c'est les retraités. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. On a parlé de l'emploi des seniors, effectivement, dans le précédent webinaire. C'est un enjeu aussi essentiel dans ce domaine-là. La population vieillit, on ne peut pas avoir un taux d'emploi des seniors aussi faible en France. Donc, ces difficultés de recrutement, on les trouve dans l'IT, évidemment, dans le numérique, tous ces secteurs-là, mais aussi dans des secteurs plus traditionnels. Dans l'industrie aussi, on a des 2/3 des entreprises qui se disent concernées par ces difficultés à recruter. Donc, c'est assez important. On a une autre étude qui est intéressante, qui est de BPI France, donc la Banque publique d'investissement, qui nous dit que plus des 3/4, 78% des PME et des TPE qui ont un besoin de recrutement sur l'année ont été confrontés à des difficultés de recrutement. Et concrètement, dans ces 78%, on a 30% des études qui disent, des entreprises qui disent, je suis obligé de restreindre mon activité parce que je n'ai pas
les compétences, effectivement, pour me développer. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un tiers des entreprises en France, des PME, c'est quand même le tissu économique essentiel, sont bloquées dans leur croissance parce qu'effectivement, elles ne trouvent pas la compétence dont elles ont besoin. C'est quand même dramatique. Donc, d'un côté, on a des entreprises qui vivent ce climat d'incertitude, le ralentissement économique, l'incertitude politique, économique, fiscale, etc., et qui ont du mal à trouver des compétences dont elles ont besoin. Et d'un autre côté, tu as des candidats qui sortent du Covid avec des attentes plus fortes, une génération qui attend des exigences aussi importantes, qui demande davantage de flexibilité, on en a parlé, sur le télétravail, les horaires, la qualité du management. Donc voilà, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez important. Donc, j'imagine que, Céline, je te passe le micro, ça doit obliger de repenser un peu notre façon de recruter, Il y forcément. il y a une remarque de Véronique qui dit un truc intéressant. Elle dit: Je cherche des ingénieurs système, réseau et sécurité, mais les seuls que je trouve sont des Master 2 et non pas des ingénieurs. Or, ce n'est pas la même chose. On a probablement aussi un gros souci entre la formation Ouais. et ce qu'attend l'entreprise aujourd'hui. On va en On a parler une après, la formation, disparité. c'est un vrai sujet, ouais, absolument. Tout à fait. Merci Reynald. En effet, là tu parlais de recrutement agile et qu'il faut faire vite, mais il faut surtout faire juste. Sur le terrain, on a vraiment les recruteurs sont confrontés vraiment à une réalité simple, c'est que les bons profils, ils restent pas longtemps disponibles. Ce qu'on observe dans nos cabinets, c'est que les processus de recrutement, parfois trop longs, font perdre les candidats. Ça, c'est une évidence, on en avait déjà parlé lors du dernier webinaire. Le temps moyen entre l'entretien et la proposition doit vraiment être réduit à moins de 5 jours pour rester compétitif. Sinon, les bons candidats, de toute manière, ils acceptent, ils ont d'autres propositions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier conseil qu'on peut donner, c'est vraiment d'impliquer les managers et ce, dès le début du process, pour éviter justement cette inadéquation entre ce que le candidat veut et ce que l'entreprise recherche. Et pourquoi c'est agile d'inclure les managers dès le début du process? C'est vraiment parce que ça évite des allers-retours, des validations tardives et surtout des pertes de temps. Un manager qui est impliqué dès le début, ça permet de clarifier les attentes réelles du poste, de valider rapidement les profils et de participer aux entretiens ou aux retours candidats. Sans se noyer dans les chiffres, mais vraiment, on a constaté, nous, dans nos cabinets, que lorsqu'un manager est intégré dans le brief directement de poste, le taux de conversion en entretien est supérieur de 25%. Donc, ça permet aussi vraiment de réduire les délais de décision qui sont souvent à 48 heures finalement après l'entretien final. Quand on parle de recrutement agile et de recruter juste, pour gagner du temps, on conseille également de préqualifier les candidats vraiment en amont, et ce, maintenant, avec l'aide de l'IA, l'aide des outils digitaux. Ça permet encore une fois de gagner du temps et de fiabiliser les profils avant même le premier entretien. Donc maintenant, il y a des outils qui sont faciles pour faire des préqualifications et de la même manière, comme on s'en est parlé la dernière fois, d'utiliser le matching via l'IA et sur les ATS pour repérer des profils qui sont pertinents et parfois s'ouvrir sur certains profils. On n'a pas le choix, on l'a vu juste avant, et la remarque de Véronique, c'est qu'entre le souhait, le besoin et les formations après dispensées par les écoles, on a un décalage, du coup on est obligé d'ouvrir en termes de compétences. Ça veut dire que toi, tu es favorable à l'IA pour la présélection? Préqualification, pardon. Du moment, bien sûr, qu'on l'a bien paramétré, bien challengé et que, qu'il y a toujours le consultant, qu'on ne laisse pas l'IA simplement faire le matching, qui est l'analyse du consultant derrière. Oui, bien sûr. Ça permet vraiment d'ouvrir et d'enlever des biais. Et clairement, parfois, on tombe sur des profils sur lesquels on aurait, dans nos requêtes classiques, on n'aurait pas forcément sélectionné. Il y a Patricia qui demande quel type d'outil tu peux utiliser pour faire ça. En termes de matching d'IA? Ouais. Alors, le matching sur l'IA. Alors, nous, on a nos outils internes dans nos cabinets de recrutement qui nous permettent, en fait, sur notre ATS, de pouvoir faire matcher entre le brief du poste que nous aura confié le client avec, je le répète, si possible, le brief du manager, et du coup, notre IA interne qui, du coup, permet d'ouvrir les chakras et Ok. mais après, par contre, sur le marché directement, les outils de matching d'IA, j'en ai pas à ma connaissance qui soient. Bon, j'en ai plein, mais je vais pas les citer pour vexer personne.
Par contre, vous savez qu'en ce moment, on fait les trophées HR Tech et que vous allez pouvoir retrouver le 7 novembre une douzaine de solutions ATS, talent d'acquisition, qui seront disponibles en live. Petit aparté. Et juste pour terminer, le troisième point pour le recrutement agile, c'est vraiment le dernier conseil, c'est de travailler en sourcing multicanal. Pas seulement du coup les job boards classiques, bien sûr Pôle emploi, Indeed, l'APEC, mais également les réseaux sociaux avec LinkedIn, TikTok pour les jeunes, Instagram également pour les métiers aussi visuels, de travailler vraiment les viviers internes des anciens intérimaires, des candidats qui ont déjà été rencontrés. On a beaucoup de clients qui disent oui, en fait, ce candidat, finalement, je l'avais déjà dans mon ATS. Et le dernier point en termes de recrutement agile, c'est d'utiliser la cooptation. Top. J'ai Valérie qui demande, j'aimerais avoir le lien et le nom du premier webinaire. Je vous ramène ça tout de suite. Hop, petite manip. Et voilà. Et puis, ok. Ça, c'est good. Ok. On voit hein, que l'agilité en recrutement est aujourd'hui plus que nécessaire. L'autre axe qu'on va aborder maintenant, c'est la partie formation. Formation hein, qui est souvent un peu, j'allais presque dire, la partie la moins utilisée aujourd'hui parce que c'est là où souvent on a le moins de budget côté RH. Petit sondage sur cette partie-là. Dans votre entreprise actuelle, la formation sert avant tout à la montée en compétence des salariés, à recruter autrement, par exemple en pratiquant des reconversions internes, à fidéliser et accompagner la carrière ou à des grands plans de réorientation vers de nouveaux métiers. Toujours pareil, hein, une seule réponse. Si vous deviez, s'il n'y avait qu'une priorité, ça serait quoi? Parce qu'évidemment, comme le dit Valérie, les 4. C'est ce que j'allais vous dire. Comme le sondage précédent d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui vous gêne le plus ou ce que vous faites le plus aujourd'hui à chaque fois. Nathalie nous dit également tous. Véronique nous dit monter en compétence des salariés. Allez-y. Je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que ça donne? Monter en compétence des salariés en priorité. Et puis, en deuxième axe, fidéliser et accompagner la carrière. Même rebond, Reynald, qu'est-ce que ça t'inspire C'est intéressant. La montée en compétence, je dirais, c'est par nature, effectivement, la vertu de la formation. La fidélisation, c'est super intéressant. Ça montre que, justement, effectivement, qu'on a besoin de fidéliser. Encore une fois, hein, ça rejoint cette notion, effectivement, de pénurie, de difficulté d'attirer des talents, évidemment de les garder. On sait à quel point c'est un enjeu, que c'est effectivement de l'argent, du temps, de l'investissement pour recruter. Donc, avoir des gens qui partent au bout de 3 mois parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou parce qu'il n'y a pas de plan de carrière, c'est un vrai problème. Donc, ce sujet de la formation, c'est super important. La preuve, on en a parlé tout à l'heure, c'est venu effectivement naturellement quand on parlait déjà de recrutement. On a des enjeux sur l'emploi, sur les compétences, sur plein de sujets comme ça, c'est super important. Et puis, alors, je serais tenté de dire, pardon pour le côté simpliste, mais tu prends en France, concrètement, on a 3 millions de personnes qui recherchent un emploi et on a 3 millions de postes vacants ou de projets de recrutement. Sauf que les deux ne matchent pas. Pour plein de raisons. Il y a d'abord effectivement des raisons géographiques, il y a des raisons de niveau de compétences, etc. Il y a un mismatch entre les besoins et les compétences. Il y a une question d'attractivité. C'est aussi un sujet de formation, de fait, effectivement. Donc, il faut savoir répondre aux pénuries de compétences. Il faut former effectivement aux besoins du marché. Hein. C'est pardon pour l'évidence, mais c'est pas ce qu'on fait tout le temps sur ces sujets-là. On a beaucoup d'emplois vacants qui ne trouvent pas preneur faute de candidats. On l'a vu tout à l'heure, encore une fois, à travers les sondages ou à travers les difficultés de recrutement en France. Donc, la formation permet d'adapter la main-d'œuvre aux besoins du marché. Un autre enjeu qui est important, c'est favoriser la reconversion et la mobilité professionnelle. On l'a vu aussi à travers cette réorientation vers des nouveaux marchés ou des choses comme ça. C'est important aussi dans un contexte où de nombreux métiers évoluent.
On estime chez Manpower à travers des études que 40%, 50% des compétences aujourd'hui acquises dans l'entreprise vont évoluer ou vont changer d'ici 2030. Donc on a beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Et la formation peut aider les actifs à changer de secteur, se repositionner ou acquérir de nouvelles compétences. Ça permet de réduire des inégalités sociales ou territoriales. C'est aussi important. Des personnes peu qualifiées ou éloignées de l'emploi ont moins accès facilement à la formation. Donc, c'est un enjeu fort pour que ce soit plus inclusif, plus accessible. Je pense aussi par rapport au numérique, au financement public. Donc, c'est important de soutenir, je dirais, la compétitivité des entreprises. On sait que c'est un enjeu très fort en ce moment en termes de contexte de commerce international, d'enjeux. C'est une main-d'œuvre qui est bien formée, ça améliore la productivité et l'innovation. C'est que là aussi, c'est un levier important. On l'a vu dans des études qu'on met souvent en avant aussi, qu'on pouvait retrouver sur le site de Manpower. Cette notion d'innovation, c'est aussi un enjeu très, très fort pour que les entreprises se transforment. Donc, il faut former les salariés pour rester compétitifs. Ça accompagne aussi des transitions majeures. On en parle souvent, mais c'est très important. Évidemment, la transition numérique, il faut former aux compétences digitales, à l'IA. Il faut former aussi pour la transition écologique. On estime que ça aussi, c'est aussi un levier très, très important. Ça va développer des métiers nouveaux. Je pense aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, à l'économie circulaire, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Et je dirais que quand on regarde un peu en France, concrètement, je trouve que le système d'information, il n'est pas forcément très simple. Il y a un petit côté nébuleux quand même, il est multiple. Je ne dis pas que c'est compliqué, mais c'est multiple. Il y a beaucoup d'acteurs différents. Il y a les OPCO, il y a l'éducation nationale, les organismes privés. Donc, il y a un enjeu qui est très fort par rapport à ça dans ce contexte actuel, qui est de réduire l'écart qui peut exister entre l'offre de formation, ce qui est disponible, et puis les besoins réels détectés par les entreprises et qui sont estimés. Quand tu regardes, par exemple, le CPF, c'est un exemple qui est toujours intéressant. C'est quelque chose qui a été lancé il n'y a pas très, très longtemps, qui a mis beaucoup, effectivement, d'emphase sur le sujet. Le CPF, il y a un public important. J'ai regardé les chiffres. En 2023, il y a 1 250 000 personnes qui ont eu recours au CPF sur l'année. Tu prends sur 4 ans, c'est 7 millions d'actifs qui ont recours au CPF. Donc, ça montre qu'il y a un enjeu et une demande et un besoin. Quand on offre effectivement une possibilité, il y a un besoin effectivement de rebondir sur ces sujets de formation pour acquérir des compétences. Donc, Céline, là aussi, je te repasse le relais de manière très, très opérationnelle. J'imagine qu'il y a un lien important entre la formation et le recrutement. Ça sert aussi effectivement à pouvoir atteindre les objectifs de recrutement. Tout à fait, Reynald, et tu l'as dit, et dans un marché pénurique, former, c'est vraiment une réponse directe à la difficulté de recruter. Et nous, dans nos cabinets, on ne voit vraiment pas la formation comme une étape post-recrutement, mais bien comme un outil à mobiliser, et ce, dès le sourcing, dès le démarrage du processus. On a vraiment 3 usages concrets de la formation dans le recrutement. Le premier, tu l'as dit, c'est pour élargir le vivier. Le deuxième point, c'est vraiment pour sécuriser l'intégration, d'accompagner les candidats dès leur prise de poste avec des modules qui peuvent être courts, bien sûr sur la sécurité, sur les gestes métiers, mais également sur des formations. Tu parlais du management, des formations sur le leadership, sur la capacité à mobiliser. Et ça, pour sécuriser l'intégration, c'est vraiment clé. Ça permet de réduire les ruptures de contrat et d'améliorer, bien sûr, la fidélisation et l'onboarding. Et le dernier point, en usage concret de la formation, c'est vraiment former pour valoriser l'employeur. On s'en était une nouvelle fois parlé lors du précédent webinaire, mais les candidats sont sensibles aux perspectives d'évolution. C'est un des sujets, des critères qui va faire que le candidat peut postuler et intégrer l'entreprise. Donc, montrer qu'on investit dans leur développement, c'est un argument d'attractivité fort, et notamment pour les jeunes générations. Donc, les conseils qu'on peut donner, c'est vraiment de co-construire en amont du recrutement ou en parallèle des profils qui sont rencontrés, des programmes de formation. C'est de mobiliser les bons dispositifs. Tu l'as dit, Reynald, ils sont nombreux. Il y a la PE, il y a la FPR, il y a le CPF, l'alternance, la VAE. Donc, selon le profil, selon le secteur d'activité, il y a quand même tout un panel. Et le dernier conseil, c'est de se rapprocher aussi des partenaires locaux pour garantir des formations opérationnelles, certifiantes, et parfois qui sont financés. Il y a quand même un déficit de connaissance de la plupart des dispositifs en France. Il y en a d'autres que tu n'as pas cités, mais on ne va pas citer tous les dispositifs d'accompagnement des compétences. Il y a des structures d'État qui sont spécialisées là-dedans. Je pense notamment à la reconversion. Et quasiment personne ne les connaît, en fait, parce qu'en fait, tu ne les découvres que quand tu te retrouves chez France Travail, alors qu'ils sont ouverts aux salariés de l'entreprise. Mais comme les entreprises ne communiquent pas dessus, tout simplement parce que les RH ne sont pas au courant, en fait, il se passe rien. Et on fait tourner des institutions avec des budgets sans exploiter réellement les choses. Donc, on a quand même un souci majeur en termes de formation au niveau global. Le CPF,
c'est vu comme une avancée, mais ça a aussi été vu comme un gouffre financier, vu le nombre de détournements qui ont été opérés. Donc il y a quand même une manque de maîtrise en France sur ces sujets de formation pour le moment. Je sais pas ce que tu en penses, Reynald, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour Ah ouais, améliorer ça. absolument. Ouais, ouais, il y a vraiment encore un décalage important par rapport aux besoins et par rapport à ce qui est nécessaire, effectivement, pour répondre à ces enjeux, ouais, c'est clair. Parce que tu as parlé de transition Mm. énergétique. La transition énergétique écologique, à terme, je crois que c'est 1 million de postes qui vont être impactés et complètement transformés. Le numérique, c'est Mm. beaucoup plus en volume. Et on voit bien que les entreprises sont démunies aujourd'hui face à ça et avancent vraiment à tâtons. Il n'y a pas Exactement. de projet, il y a pas de projection même à moyen terme, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on forme sur vraiment du court-termiste. Et puis sur ces deux transformations, que ce soit la transformation écologique ou la transformation numérique, c'est des besoins, je dirais presque maintenant. Donc tu ne peux pas lancer un cycle de formation, tu ne peux pas recruter des gens et te dire dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurai effectivement des compétences. C'est des compétences dont on a besoin aujourd'hui. Et on voit qu'une très grande majorité effectivement des entreprises n'ont pas ces compétences-là dont elles ont besoin. Alors, j'ai des commentaires. Bon, il y a Patricia qui nous dit un webinaire sur le sujet pourrait être intéressant. Merci, On va Patricia. faire mieux sur Oui, la formation, tout c'est à clair. fait. Ouais. Valentine qui nous dit la formation est devenue une usine à gaz. Oui. Euh, Voilà. Des aides en lien avec la transformation numérique ou environnementale sont proposées via certains OPCO, nous dit Laure. Mais il y a pas de politique globale autour de ces sujets aujourd'hui. On va passer au troisième axe qui va vous rendre plus agile, c'est la spécialisation. Un petit sondage pour démarrer. Alors, pour vous, la spécialisation, c'est avant tout une expertise métier pointue pour mieux recruter, une meilleure connaissance du territoire et des bassins d'emploi, une stratégie d'attractivité ciblée ou tout simplement un luxe réservé aux grandes entreprises. Maria me dit question difficile. C'est sympa comme question à 9 h du matin. Il y a moins de répondants que sur les autres, effectivement. Bah, de toute façon, on est là pour vous faire réfléchir, hein. Alors, je vous laisse quelques secondes. Qu'est-ce que ça donne? En majorité, une expertise métier pointue pour mieux recruter, suivie d'une stratégie d'attractivité ciblée. Mm. Alors pourquoi on parle de spécialisation, Rénal? Qu'est-ce que ça va apporter? Bah, concrètement, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, encore une fois, le résultat du sondage est super intéressant. Évidemment, l'expertise pour mieux recruter, mais la stratégie d'attractivité, on voit encore cette problématique, encore une fois, hein, d'attractivité, cette complexité à aller chercher des compétences. Si déjà on fait un constat, concrètement, on l'a vu, encore une fois, on a une pénurie de compétences, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a beaucoup d'entreprises qui identifient un manque de profils qualifiés comme leur premier frein pour se développer et sur de plus en plus de métiers. Ça, c'est le premier constat qui est important. Après, ce qu'on observe aussi, si tu te positionnes du point de vue des candidats, c'est qu'il y a une concurrence de plus en plus forte entre les acteurs, et on n'est pas placé pour le savoir, pour recruter ces talents. Les meilleurs profils, ils ont le choix, parce que justement, ils sont demandés, parce qu'ils sont rares. Donc, il faut savoir leur parler, il faut savoir les attirer, leur donner envie, parler leur jargon, effectivement, et ensuite les fidéliser. Donc, voilà, il faut savoir effectivement comment ils fonctionnent et quel est leur métier par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent apporter. Ensuite, on voit qu'on a une demande, je dirais, un peu historique sur des métiers techniques très spécialisés, mais aussi sur des métiers en tension de plus en plus nombreux. Et on a un écart entre les compétences demandées et les compétences disponibles qui est assez important. Donc, on voit qu'effectivement, là aussi, il y a un gap à combler qui est assez fort. On a parlé de transition
qu'elles soient écologiques, transition numérique, par nature, elles sont spécialisées, ces transitions aussi, parce qu'effectivement, tu vas avoir besoin de spécialistes de l'IT, du cloud, de la sécurité, tu vas avoir besoin de métiers verts, de métiers green, etc. Donc, c'est des compétences importantes, probablement la plupart du temps spécialisées, qui n'existent pas forcément encore aujourd'hui ou qu'on développe. Et quand tu regardes aussi les attentes des candidats, c'est pas seulement, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas seulement le salaire, c'est la culture d'entreprise, la flexibilité, les perspectives de formation. Donc là aussi, il y a un besoin je dirais, de savoir leur parler et d'être effectivement en phase avec eux. Donc concrètement, notre vision de voir, c'est que pour répondre au plus près de ces attentes-là, pour vraiment répondre à ce constat, à ce multiple constat, c'est-à-dire effectivement d'être le plus précis possible par rapport à cette expertise-là, se différencier d'une grande moyenne généraliste, savoir adapter son discours, ses pratiques, de fait, ça veut dire que c'est la définition. Il faut être spécialisé. Il faut savoir effectivement l'adapter le discours et pouvoir effectivement parler concrètement à un spécialiste de son métier en fonction des compétences dont il a besoin. Donc c'est un enjeu aussi très très fort par rapport à ça. Et justement, Céline, je crois qu'on s'en était parlé, tu as un exemple très parlant d'un accompagnement qui avait été fait, je crois que c'est dans l'industrie, sur un poste comme ça, effectivement très très spécialisé. Oui, tout à fait, Rénal. On s'en parlait la semaine dernière sur l'exemple d'un cabinet à Lille, d'un consultant qui accompagnait un profil, un candidat, un acheteur, donc avec un profil très technique qui était spécialisé dans le domaine de l'électronique. Et du coup, le consultant, il lui a parlé d'un poste dans une entreprise industrielle de niche très pointue sur son marché. Ce candidat, il connaissait l'entreprise, mais il n'aurait jamais pensé postuler là-bas. Pas très visible, pas perçu comme dynamique. Et c'est le consultant qui connaissait bien le contexte technique, les enjeux du poste, qui s'était immergé au sein de cette propre entreprise et qui a su lui donner, lui transmettre et lui vendre, du coup, les bonnes informations. Et c'est ce qui a permis à ce candidat de se projeter et surtout de matcher. Et au-delà de cet exemple, je confirme vraiment que dans un marché de l'emploi qui est sous tension, le recours à des consultants spécialisés, ça devient un vrai levier stratégique pour réussir ces recrutements. Donc le focus, là chez Manpower, on a vraiment fait le choix de structurer nos équipes autour de deux types de spécialisation. La première, c'est la spécialisation métier, avec la création de nos cabinets experts, on en a 45 en France, dans les très grandes agglomérations. On a des consultants qui sont spécialisés par fonction technique ou pénurique. Tout ce qui est domaine de la finance, sales and marketing, tous les domaines, on parlait du digital, de la supply, de la construction, c'est vraiment essentiel parce que l'expertise métier, ça permet de parler le même langage du candidat, tu le disais juste avant, Reynald, de comprendre les compétences clés, de détecter du coup les bons profils atypiques mais pertinents. Et le deuxième type de spécialisation, c'est vraiment par territoire. On a des consultants qui sont ancrés localement. Tu parlais, Reynald, tu vas faire une intervention à l'Allier ou à Moulins ou à Vesoul. On a vraiment des cabinets, nos cabinets conseils recrutement, on en a 60 qui connaissent les viviers, les mobilités et les réalités locales. Et pourquoi c'est une arme anti-pénurie? C'est vraiment parce que la connaissance du bassin d'emploi permet d'adapter et les stratégies de sourcing et de calibrer les offres, d'anticiper les freins également à la mobilité ou à l'attractivité. Et puis, il y a un lien de confiance avec les candidats qui est plus fort quand le consultant comprend le métier et l'environnement. C'est marrant, ça rejoint un petit peu dans l'idée ce que dit, je crois que c'est Maria dans le chat. Non, attends. C'était qui? J'ai vu un commentaire sur un sujet qui revient souvent. Maria Christina qui dit, perso, je pense que le recrutement ne devrait pas être partie intégrante des RH. Je vais me faire descendre. Mais en fait, c'est une vraie question. Et même moi, qui suis dans le monde RH depuis 20 ans, je me pose la question aujourd'hui de me dire, mais finalement, est-ce que le recrutement, ça devrait faire partie des directions RH? Avant, je vous aurais dit non. Oui, oui, évidemment, ça en fait partie. Et aujourd'hui, je me dis, c'est plus du tout évident. Donc, ce qui est une évidence, c'est d'aller voir effectivement les consultants Manpower parce que c'est leur métier et du coup, on externalise, donc à un spécialiste. Et ce qu'on voit aussi sur le marché dans des industries entières, par exemple, si vous prenez le retail, de plus en plus de responsables, chargés de directeurs, directrices recrutement ne viennent pas des RH. Mais alors, pas du tout. C'est des anciens directeurs de magasins, c'est des opérationnels terrain. Alors, il y a un côté qui est positif, c'est qu'ils connaissent très bien le métier, les spécialisations,
les compétences attendues, ils savent parler avec la candidat. Le côté négatif, on va dire, c'est plus le côté justement RH qu'ils vont devoir acquérir. Mm. Donc évidemment, ça recrée j'allais dire, un petit fossé entre le recrutement et les RH dans la continuité de l'expérience collaborateur. Donc il y a quand même des ajustements à faire, mais je pense que oui, le recrutement, comme d'autres pans de la fonction RH, la paye, typiquement, on peut l'externaliser entièrement et on pourrait s'en passer au sein d'une direction des ressources humaines en l'externalisant. Je crois que le recrutement, on peut également l'externaliser intégralement pour se concentrer euh, sur l'expérience collaborateur en interne, avec évidemment le choix des bons experts en fonction des métiers abordés. Bon, là, je prêche un peu pour votre paroisse, mais c'est plus qu'un constat. Et d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, il y a déjà des pans entiers de la fonction RH qui ont été détachés, car jugés, j'allais dire, pas non faisables, mais bien moins maîtrisables en interne. Bah, dans les pays anglo-saxons, tu as raison, le taux d'externalisation, c'est-à-dire effectivement la part des recrutements qui est fait à l'extérieur de l'entreprise, il est plus important. En France, il est de 30%. Grosso modo, c'est un tiers des recrutements qui est fait en interne, un tiers pardon, qui est fait à l'externe, et les 2 tiers qui sont internalisés. Et effectivement, par rapport à ça, ce que ça apporte, le recrutement externalisé, effectivement, et Céline en parle aussi bien que moi, c'est effectivement de pouvoir avoir ce regard spécialisé, cette connaissance des marchés. Ça rejoint effectivement cette notion de marketing. Nous, on travaille effectivement en marketing de manière très très proche avec les cabinets de recrutement parce que ça alimente aussi sur cette connaissance de l'environnement, la réalité du terrain, les besoins des métiers, voilà, tous ces aspects-là. L'aspect RH, c'est effectivement des outils, c'est des compétences, et puis effectivement, il y a tous ces enjeux qui sont très très forts à acquérir aussi pour pouvoir effectivement être bon sur ce métier. Un petit mot, Céline, là-dessus? Bah oui, tout à fait. Je rejoins ce que tu disais, Christophe, sur la partie RH et la partie profil expert technique. Et c'est vrai que l'idéal, c'est forcément le maillage des deux. Et je vois des commentaires avec travailler vraiment main dans la main dans un process rapide, clair, où chacun a son rôle défini. Et en effet, de combiner l'expertise RH, qui est quand même essentielle, qui reprend les valeurs, l'ADN de l'entreprise, et l'expertise métier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en alliant, par exemple, le manager ou en écoutant ce que vraiment le terrain, l'équipe, les collaborateurs, c'est le maillage idéal. Et bien sûr, de faire appel à des experts du recrutement. Mais voilà. C'est une belle conclusion, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions à nous soumettre dans le chat? N'hésitez pas. Ce webinaire, de toute façon, vous le retrouverez en replay dès demain matin sur MyRHline. Il y a Kadja qui nous dit la même chose, hein, travailler vraiment main dans la main, process rapide, clair. Audrey qui nous disait le recrutement doit se faire en complémentarité, manager opérationnel et RH. Totalement. Vraiment un taux de transformation qui est beaucoup plus efficace et fort. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire ou d'hésiter. Non. Alors. Ah oui, Valentine qui nous dit cette vision part du présupposé que les RH internes aux entreprises ne connaissent pas le marché, les métiers internes et les besoins futurs en compétences. Pas forcément, mais c'est vrai que je dirais que dans les entreprises, au sein des directions des ressources humaines, on n'a pas des Reynald ou des Christophe Pat qui regardent le marché en permanence, hein, dont c'est le métier. Parce que le RH, on lui demande, et je prenais l'exemple de la paye qui est très parlant, le responsable paye, on lui demande de délivrer un bulletin de paye. Mais en même temps, on lui demande de faire une veille légale, une veille conventionnelle, une veille sur les accords d'entreprise. Une veille Et en technique. fait, et c'est pas possible en fait. C'est très compliqué à réaliser. C'est la même chose pour le recrutement. On peut pas surveiller un bassin d'emploi en permanence. On peut pas. Je pense que effectivement, il y a tout intérêt à externaliser une partie de ces fonctions. Après, tout dépend de la taille de l'entreprise, du secteur, de la difficulté à recruter, évidemment, hein.
Moi, par exemple, quand je recrute un profil marketing, si je fais une offre d'emploi, le lendemain, j'ai 300 ou 400 CV. Donc, tout dépend aussi des marchés. Les secteurs d'activité. Bah oui. Il y a des postes qui sont plus pénuriques que d'autres, comme tu l'as dit, Christophe, sur le Ouais. marketing. C'est moins Bon, pénurique, forcément, qu'un profil de pointe dans l'industrie. c'est ce que dit Maria. De toute façon, elle rajoute, et c'est une vérité vraie, les RH n'ont pas suffisamment de ressources pour s'occuper pleinement du recrutement. Ah, il y a un commentaire intéressant. Valentine qui dit: il est difficile de tout maîtriser, mais la spécialisation entraîne des incompréhensions entre entreprises et recruteurs. Qu'est-ce que t'en penses, Ranald? Bah, c'est sûrement un cas très particulier par rapport à des échanges. Je pense que si effectivement on arrive à parler le discours de l'entreprise, à connaître son secteur d'activité, à connaître les compétences spécifiques dont elle a besoin et donc à être spécialisée, au contraire, on évite l'écueil effectivement d'avoir ce décalage-là. Maintenant, ça peut effectivement, on peut avoir des exemples inverses et tomber effectivement dans l'extrême inverse. Il faut avoir effectivement réussir à avoir cette maîtrise, cette connaissance de l'environnement et du métier, du secteur d'activité, du bassin d'emploi, comme disait Céline. Localement, on a des très très grandes différences en fonction des territoires. Mais plus tu connais quand même l'entreprise et donc ses besoins, son marché, ses secteurs d'activité, les acteurs, la législation, la concurrence, etc., et donc les métiers dont elle a besoin, plus effectivement tu seras bon sur le recrutement que tu pourras lui apporter. Top. Eh ben, merci à toutes et à tous. Je vous Merci propose beaucoup. de vous connecter avec Ranald et Céline sur LinkedIn si vous souhaitez poursuivre ces échanges. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Bonne journée à tous. Merci Ranald, merci Céline, au revoir. Au revoir.